avec M. Adaman Touré. Il est étudiant en droit et on va lui poser quelques questions. Voici la première. En tant que Malien de la diaspora, quel regard portez-vous sur la crise? D'abord la crise au sud. Au sud du Mali, oui. Vous voulez dire. Et oui, je me retrouve vraiment dans votre question parce que vous commencez par le sud du pays. Il faut dire que le problème au Mali se scinde en deux. Il y a la crise au nord, crise politique, et puis le problème du sud, pardon, qui est une crise politique. Et puis on a donc cette occupation du territoire malien et puis l'occupation de ce territoire par les islamistes au nord du pays qui est un autre problème. Et donc mon analyse, mon regard que je porte en tant que Malien habitant à l'étranger, et surtout en tant que Malien tout court, c'est que je suis préoccupé par ce problème. C'est des problèmes auxquels nous Maliens nous pensons tout le temps, on y pense en permanence. Et ça nous préoccupe considérablement parce que notre pays est occupé, divisé et beaucoup de nos concitoyens sont sous les jougs de l'islamisme radical. Et je pense que ce que ça nous inspire, nous Maliens, ce que ça doit en tout cas nous inspirer, c'est de nous rappeler que nous sommes un vieux pays, le Mali, un pays parmi les plus vieux d'Afrique, et une vieille civilisation, un vieil empire, et que par conséquent, nous devons, c'est l'heure de maintenant manifester tout cet héritage historique culturel que nous avons pour rester calme et serein et unis devant cette crise. D'accord. Quelles conséquences pensez-vous qu'ils vont avoir les agressions au président? Alors, notre président a été agressé il y a quelques mois par des manifestants qui ne voulaient pas de lui au pouvoir. Et je dois rappeler que M. John Kounda Traoré est un président intérimaire qui, suite au coup d'État du mars dernier, a dû être appelé pour diriger la transition. Et son agression est déplorable. C'est une honte pour le pays parce que le monde entier a pris connaissance de l'agression d'un président de la République dans son bureau par des manifestants. Et ça, c'est vraiment déplorable. C'est une honte. Ceci dit, et ce n'est pas sans conséquence, cette agression. On y reviendra. Quelles pensez-vous que seraient les conséquences? Qu'est-ce que cet acte pourrait avoir comme conséquence? Oui, alors, c'est que cette agression, ça révèle l'effondrement des institutions au Mali. L'effondrement tant au plan physique que symbolique des institutions. Et ça discrédite la République. Ça discrédite la fonction présidentielle. Et pour la première fois, des manifestants s'en sont pris à un président jusque dans son bureau et l'ont clairement signifié qu'il ne voulait pas de lui au pouvoir. Et on estime à 10 000 Maliens qui ont manifesté ces jours-là pour se désolidariser du président. Donc, pour moi, l'agression étant abominable, il faut le dire, le message de ces 10 000 Maliens ne doit pas rester inaudible. On doit maintenant en tenir compte. Il faut que nous ayons une présidence symbolique pour la période de transition. Un président
qui se tient a un rôle protocolaire. Le président qui unit les Maliens, mais qui ne dirige pas l'action gouvernementale. Parce que les Maliens ne veulent pas, justement, que demeure l'ancien régime. C'est le choix clair que les Maliens ont manifesté à travers ces manifestations qui ont conduit malheureusement à l'agression du président, mais aussi évidemment, nous voyons l'état de l'opinion publique au Mali aujourd'hui désemparé par l'agression du président. Donc les conséquences sont que les institutions doivent s'adapter aux attentes des Maliens et le président doit être un personnage honorifique qui rassemble les Maliens, mais qui ne dirige plus l'action gouvernementale. Parfait. Le président Traoré est revenu au pays après avoir reçu des soins en France. Maintenant, il annonce la création de nouvelles institutions. Qu'en pensez-vous? Mais oui, voilà, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Nous avons un pays en guerre. Tout le monde est d'accord là-dessus. Nous n'avons pas seulement une crise politique. La crise politique, ça implique que tous les Maliens se mettent ensemble pour former un gouvernement de consensus, gouvernement d'union nationale même, pour parvenir à surmonter une crise politique. Mais un pays en guerre, comment voulez-vous qu'un pays en guerre se dote d'une telle surenchère institutionnelle, d'un tel dispositif institutionnel qui alourdit tellement le fonctionnement des institutions et qui permet une telle confusion de pouvoir entre les institutions que, comment voulez-vous que dans une situation pareille, ces pays puissent faire face à une guerre de l'ampleur de celle que nous devons amener ces prochains mois. Ces institutions, pour moi, n'ont aucune opportunité. Ces institutions que le président a annoncées n'ont aucune opportunité pour le pays. Si ce n'est de permettre à beaucoup de personnalités qui ne vivaient que de la politique par le passé et qui étaient pas écartées du pouvoir par la volonté populaire, si ce n'est de leur donner à nouveau un rôle politique à jouer. L'idée maintenant, c'est que les Maliens se regroupent derrière un gouvernement fort, un gouvernement léger, un gouvernement dynamique, compétent, derrière lequel tous les Maliens se mobilisent. D'accord. Le gouvernement actuel est très critiqué. Le président est en consultation. Vous êtes pour ou contre? Oui, pour ou contre le nouveau cette gouvernement. mise en consultation. Alors, j'ai parlé au début de mon intervention du fait que le président, dans un rôle honorifique, comme c'est le cas par exemple en Italie, en Allemagne par exemple, ou en Éthiopie aussi, on a parlé tout à l'heure, un président honorifique consulte les partis politiques pour choisir un premier ministre de consensus, lesquels forment un gouvernement. Mais le président n'a pas à consulter pour former le gouvernement. Il désigne un premier ministre, lequel parvient ou pas à former un gouvernement. Ici, nous avons un premier ministre qui a fait un travail remarquable. Et par conséquent, ce premier ministre doit conduire le gouvernement et doit réformer le gouvernement suivant ses besoins. Le gouvernement n'est pas une agence d'emploi pour les politiciens. Le gouvernement est là pour sortir le pays de la crise. Il faut que ce soit M. Diarra qui conduit le gouvernement. Il en va. La stabilité du gouvernement est très importante dans une situation de guerre. Parfait. Bon. Les indépendantistes de la MNLA ont été chassés par les islamistes. Pensez-vous que c'est la fin de la revendication indépendantiste Touareg? Ce n'est pas la fin. Et au contraire,
il faut que les Maliens comprennent quelque chose. Nos institutions actuelles sont obsolètes, c'est dépassé. Ça ne convient pas au pays. Et si nous voulons une situation, si nous voulons régler à jamais ce problème, il faut une réforme des institutions. Il faut des institutions nouvelles après cette crise. Et ces institutions nouvelles seront créées sur une nouvelle base. Moi, je suis pour une base fédérale du nouvel État malien après cette crise. Parce que toutes les composantes de la société malienne, tous les peuples qui ont fondé ce Mali ont besoin d'autonomie, pas seulement les Touaregs. Le Mali était un empire avec beaucoup de composants, de royaumes différents. Alors, par conséquent, avec les systèmes centralistes et républicains actuels, et beaucoup de peuples ne se reconnaissent pas dans l'État central qui réunit la diversité linguistique, culturelle du pays, qui réunit les identités locales, les États régionaux, les États historiques qui ont fait le Mali. Le Ségou, Massina, il y en a beaucoup d'autres États qui ont fait la fierté du Mali, qui n'existent plus. Beaucoup de peuples s'émeurent, leur culture, leur langue s'émeurent. Et donc, il faut, après cette crise, que nous ayons une réforme des institutions et un nouveau Kouroukan Fouka. C'est l'assemblée historique qui a donné naissance au Mali. Il faut une nouvelle assemblée similaire pour créer un nouveau Mali avec tous les peuples qui font le Mali. Ok. Les islamistes qui occupent la moitié nord du pays ont lapidé un couple cette semaine. Qu'est-ce qui vous inspire ce triste événement? Est-ce que vous vous imaginez lapider un homme et une femme sans moyens, enterrés à moitié et puis leur jeter des cailloux jusqu'à la mort? Est-ce que vous vous imaginez ça compatible avec la dignité humaine, avec l'idée que nous faisons d'une société civilisée? Absolument pas. Et aujourd'hui, si le pays est arrivé à ce stade, bien sûr, nous devons bien sûr nous poser la question pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là à laisser des Maliens se faire jeter des cailloux jusqu'à la mort parce que ils ont choisi de mener la vie qui est la leur. Et moi je pense que au-delà de la reconquête du territoire malien au nord, il faut que les Maliens se posent une question. Quel islam on veut? Quel islam on veut? Parce que l'islam, ça a commencé du temps de l'Empire. Notre famille impériale s'est convertie en islam. On en a vu les conséquences, ça a été l'une des raisons pour laquelle l'Empire s'est effondré. Parce que beaucoup de territoires qui ne se reconnaissaient pas dans l'Empire, je peux parler de Ségou, se sont désolidarisés de la famille impériale et peu à peu est tombé l'Empire avec l'assaut justement des combattants musulmans, marocains, etc., qui ont mis fin à l'Empire malien. Aujourd'hui, beaucoup de Maliens ne le savent peut-être pas, mais des millions de Maliens, des milliers de Maliens par le passé ont été contraints d'embrasser l'islam. Alors que avant l'islam, on a d'autres confessions en nous les Maliens, nous les Bamana, les Sénoufo, les Bois. On a d'autres manières de voir la vie. Et donc, pour moi, ces manières de voir la vie, de voir le monde, de le concevoir, ont droit de citer. Et il faut que les Maliens se demandent quel islam on veut, surtout pas un islam radical. Et il faut que la liberté confessionnelle soit un principe au Mali. Que tous les gens puissent choisir librement les confessions. Ceux qui ne veulent pas être musulmans,
qu'ils puissent le dire ouvertement et franchement et avoir une vie digne dans un pays libre. Avant d'entrer dans ces réflexions, que pensez-vous que le Mali pourra se relever du péril islamiste là? Je trouve que c'est inquiétant. C'est inquiétant. Parce que l'islamisme s'enracine profondément dans le pays à mesure que notre territoire est occupé par des mouvements de la nature des Ansar-Din, des gens d'Al-Qaïda, etc., qui obtient des financements colossaux des pays du Golfe, Arabie Saoudite et Qatar en tête, des gens riches, de personnalités, de particuliers comme probablement des États aussi, qui ont des milliards. Au lieu de financer des actions humanitaires, des actions de défense des droits de l'homme, comme celle que fait Amnesty International par exemple, eh bien, ces riches saoudiens et qataris financent la propagande islamiste et financent les projets des guerres saintes dans le monde. Et donc, tant qu'on n'envoie pas un message clair à ces pays pour leur dire que dans un monde où la diversité est une valeur, on ne peut pas laisser des pays financer des atteintes massives à la dignité humaine. Et c'est pour ça que le péril islamiste au Mali arrivera à sa fin lorsque ces pays-là, qui n'ont d'autre projet que de financer la charia, arrêteront avec le soutien de la communauté internationale, leur soutien au mouvement islamiste. Lorsque les Maliens se désolidarisent, clairement, la République, l'État malien en tête, se désolidarise clairement de l'islam radical. Il faut que le Mali parvienne à être un État où toutes les confessions ont droit de citer, à commencer par les confessions historiques du pays. D'accord. Je parle des confessions naturelles, des gens qui ne croient pas ni à l'islam ni au christianisme, mais qui ont d'autres façons de voir le monde. Et ces façons-là, ça fait aussi partie de l'héritage culturel que nos ancêtres nous ont légué et que nous devons porter pour l'avenir. Ok. Pour finir, quelles seraient les propositions que vous ferez pour remettre sur pied le Mali, pour un nouveau Mali qui sort après cette crise qui est historique, comme on l'a mentionné? Alors, j'ai dit au début de mon intervention que nous devons réfléchir pour savoir comment on est arrivé là. Nous avons pendant 50 ans que ce pays était indépendant, les Maliens ont payé des impôts. Le gouvernement a vendu les sous-sols maliens, l'or, le pétrole. Et le pétrole, c'est pour bientôt, hein, mais on a fait vendre, on a fait cultiver aux paysans du coton qu'on a vendu à l'étranger. Le gouvernement a obtenu des Maliens, de chaque Malien, des efforts pour faire tenir un État digne qui est susceptible de protéger le Mali, les Maliens, de protéger notre mode de vie, protéger notre intégrité territoriale. Et le gouvernement n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que la société malienne, comme les pouvoirs publics, sont considérablement corrompus. La corruption est un sport national. Donc, dans un Mali nouveau, il ne doit pas y avoir de place à la corruption, ni aux personnalités qui incarnent
cette corruption. Dans un Mali nouveau, chaque communauté doit disposer d'une autonomie. Ça, c'est mon point de vue. Après cette crise, tous les Maliens doivent se regrouper. Les États traditionnels, historiques, régionaux doivent renaître. Et ces États vont se rassembler pour former une fédération du Mali. Et c'est à mon avis comme ça que les Maliens parviendront à sauvegarder leur identité, la singularité de leur identité locale. Et c'est comme ça aussi qu'on parviendra à nous protéger de l'intégrisme islamique. Parce que si les gens n'ont pas d'enracinement culturel et qu'ils sont sujets à la corruption sujets à la misère la plus exécrable, alors ils sont plus vulnérables à l'islamisme, à l'intégrisme islamique. Et c'est comme ça, à mon avis, que le Mali va s'en sortir, qu'après cette crise, nous ayons une grande assemblée pour discuter quel Mali nous voulons. Merci beaucoup, M. Touré.